Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, un métaverse dédié au RH. Oui, apprentissage immersif et collaboratif, on en parle avec son inventeur Benjamin Atlani, il est le CEO de Wixar, il est notre invité. Smart Philo, je n'ai pas le temps. Combien de fois vous avez entendu cette phrase « j'ai pas le temps » ou vous l'avez vous-même prononcée? On va la décrypter cette phrase avec Laurent Paillet-Chevalier, il est philosophe. Ça sera notre rubrique Smart Philo. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, très médiatique, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. On reviendra sur son dernier livre, Le vrai état de la France, et puis on fera évidemment un point sur tous les sujets d'actualité autour de l'emploi, de la pénurie d'emploi, mais aussi de nos déficits publics. Ce sera dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on terminera avec l'e-sport. Bah oui, ce sont les gamers, ceux qui font du sport grâce à Internet, qui est un nouveau secteur créateur d'emplois. On en parlera avec Laurent Simon, directeur d'Under Control Group. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Tiens, on va parler des métaverses. On en parle beaucoup, de plus en plus d'ailleurs de ces métaverses, mais métaverses dédiés au RH. On en parle avec Benjamin Atlani. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes le CEO, le fondateur avec 3 autres associés de Wixar. Alors vous avez inventé, on peut le dire comme ça, la première plateforme collaborative, immersive, que vous vendez au RH. Racontez-moi d'abord la genèse de tout cela, parce que le métaverse aujourd'hui, beaucoup se disent c'est vachement sympa, mais on n'en voit pas les débouchés. C'est l'enjeu. Comment tout ça est né et à quoi ça leur sert au DRH? D'abord, je vais revenir sur effectivement la genèse. Pourquoi on fait ça? Nous, on s'est donné comme mission de changer la façon dont on se forme, simplement. Et pourquoi? Parce que le problème qu'on a constaté, et vous le savez aussi, il y a plein d'études sur le sujet, on ne retient environ que 10% des formations qu'on suit, les formations traditionnelles. Donc ça fait 90% à la poubelle. En France, ça représente environ 30 milliards d'euros par an dépensés en formation. Donc vous vous rendez compte le gâchis humain et budgétaire sur ça. Donc nous, on s'est dit, il fallait essayer de trouver des solutions. La solution qu'on a trouvée et qu'on adresse, c'est de simuler des situations. Finalement se retrouver dans une situation et de mettre l'apprenant dans cette situation. On est sur l'apprentissage par la pratique en fait. Et ça, nous, on le propose à travers une technologie qui s'appelle la réalité virtuelle, qui permet de le faire à peu de frais et sans risque pour l'apprenant. Juste un mot quand même, parce que c'est important, tout ça semble chez vous être une évidence, mais dans le grand public, quand on dit métaverse, il y a parfois des crispations. Certains vous disent, mais je ne veux pas de ce monde, il faut de la formation en présentiel. Enfin, tous ces arguments-là, vous les avez entendus. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors déjà, je vais préciser que nous, ce qu'on propose, c'est un métaverse qui est un peu spécial. C'est pas le métaverse qu'on entend, dont on entend parler. Le 3D permanent. Très ouvert, avec des données dont on ne sait pas qu'elles... bon, ça, c'est vraiment le sujet pour moi numéro 1. C'est comment on va faire que les entreprises et les apprenants aient confiance dans les métaverses. Parce que là, il s'agit de données qui sont personnelles. Donc nous, on va proposer déjà un métaverse dont, voilà, on peut être certain que les données restent au sein de l'entreprise. Ça, c'est la première. Voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, sur le côté formation, j'invite toutes les personnes à, vous n'allez pas aimer ma réponse, à tester. Parce que là, je pourrais parler pendant des heures. Il faut tester avec un casque de réalité. Mettez le casque, voyez ce que ça fait, ce que ça provoque. Alors, je peux quand même dire certaines choses. Il y a une chose, à mon avis, qu'il y a à dire, c'est le côté émotionnel. Peut-être bizarrement, quand on ne connaît pas, eh bien, on ne comprend pas ça. C'est-à-dire que la réalité virtuelle provoque chez la personne le sentiment d'être présent. Donc, du coup, une connexion émotionnelle beaucoup plus forte que moi, j'ai constaté. Il y a eu des études, il y a plusieurs études sur ça. Les apprenants se sentent beaucoup plus engagés, en fait, dans la formation. Ça veut dire très concrètement que c'est un outil plus efficace pour se former. On va revenir sur les éléments concrets de formation. Vous dites à travers les études, à travers le travail que vous avez mené, quand on est immergé dans une situation de formation, on va revenir sur vos scénarios, on apprend mieux. Alors on apprend mieux, on apprend plus vite. On peut mesurer, quand je dis mieux, c'est qu'on peut mesurer avec Wixar, il y a tous les outils complets qu'il faut pour analyser les retours. Et plus vite parce que ce sont des mini-capsules de formation d'environ 15 minutes, très intenses. Et je tiens à dire une chose aussi, on apprend avec, souvent je dis ça, avec le smile. C'est-à-dire que moi ce que je constate, c'est que chaque fois qu'un apprenant enlève son casque, il a le smile. Et je rigole évidemment en disant ça. C'est très important pour nous
de changer la façon dont on se forme et avoir un apprentissage qui procure du plaisir, c'est en fait la base de ce qu'on essaye de faire. Le DRH a accepté votre procédé, votre processus. Il va faire un essai, parce que j'imagine qu'il met le casque, il veut voir comment ça marche, il veut ressentir. Puis ensuite, il faut élaborer, à travers les scénarios que vous avez déjà en magasin, les situations de demande. Le DRH va vous dire, nous, on va onboarder, je ne sais pas, 120 commerciaux, 35 vendeurs. Là, vous avez des scénarios qui permettent d'onboarder et donc de former. Voilà, la spécificité du logiciel Wixart, parce que c'est un logiciel SaaS, c'est qu'il propose en fait à tout le monde, à n'importe qui, de pouvoir lui-même créer ses propres scénarios de formation en quelques minutes. Pourquoi ? Parce qu'on a automatisé tout le process. En fait, il a à sa disposition une panoplie de scénarios qu'il peut utiliser. Ensuite, il n'aura plus qu'à les personnaliser. Alors, des scénarios et des cas d'usage, en gros, c'est très important de le dire, ça va en fait, du profil de recrutement du candidat, donc avant finalement le job, donc des vies ma vie par exemple en 360, on va découvrir un métier, on va se tester, tester les appétences, tester les compétences. Toujours en réalité virtuelle, on est d'accord. Avec le casque en réalité virtuelle. Jusqu'à la formation, je reviendrai là-dessus, en passant par l'onboarding, ce qui fait le lien entre je suis recruté et j'arrive dans une entreprise. Les premiers pas, quoi. Et l'onboarding, on sait bien que c'est absolument clé dans les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont du mal à recruter. Donc c'est d'autant plus important les onboarding. Et parfois on se barre au bout de 2 jours. Voilà, donc là c'est un échec pour tout le monde, mais pour l'entreprise un très gros échec. Du coup il faut réussir absolument les onboarding. Donc ça passe par de la formation, il y a des formations gestes techniques un peu, mais aussi on va essayer de passer des valeurs, comme on parlait d'émotionnel, des choses qui ne se passent pas dans des formations classiques. Ça fonctionne très bien avec ce type de réalité virtuelle. Il y a à la fois ces propositions de réalité virtuelle que vous proposez, mais ça n'empêche pas, malgré tout, le DRH de faire du présentiel. Parce qu'il y a ce grand débat du métaverse, de se dire, on se déconnecte de la réalité. Certes, mais en parallèle, j'imagine qu'il y a quand même du formateur, il y a quand même de l'humain. J'imagine que vous contrôlez le formé. Parce que le DRH, il veut savoir si réellement il a bien compris les messages qui étaient passés quand même. Déjà, une chose, nous, on a bien compris qu'il ne fallait pas qu'on arrive en disant on révolutionne tout. Il y a des process dans les entreprises qui sont très bien faits, très bien gérés. Bon, voilà. On vient compléter, en fait. Là, nous, on va travailler sur la digitalisation des entreprises à travers une proposition qui est de dire la réalité virtuelle, elle remplace certains aspects de la formation. Elle ne remplace pas tout. Donc, on vient compléter des formations en présentiel, du e-learning, sur des aspects très, on va dire, apprentissage par la pratique. C'est absolument génial. C'est là-dessus, sur des cas pratiques, sur des choses. Alors, ça peut être ce qu'on appelle les soft skills aussi. C'est hard skills et soft skills pour ceux qui connaissent. Ça veut dire que la personne reçoit des messages, elle a sur l'écran de réalité virtuelle des messages qui lui arrivent, on lui parle, comment ça marche ? Voilà, on lui parle des messages, elle a le son aussi qui est très important parce qu'il y a le son de l'endroit où elle est. Donc, on est dans la vie, on n'est pas sur des choses froides comme c'est pas Google Maps où vous baladez dans un monde très froid. Non, là, on est dans la vie. En fait, on a filmé la plupart du temps, on va filmer en 360 des situations réelles. On peut aussi, pour information, mixer ça avec des images 3D, des environnements 3D. On peut faire les deux avec l'outil Wixart. Bien senti, bien scénarisé, ça fonctionne très bien. Les premiers retours d'expérience que vous avez, parce que c'est vrai qu'en onboarding, il faut quand même que dans l'environnement virtuel, on ait la marque, le hall, il faut que la personne s'y retrouve un peu, il faut que ça soit quand même un petit peu personnalisé tout ça. Alors c'est très personnalisable sur Wixart. En quelques minutes, on peut personnaliser ce type d'éléments. On va pouvoir. Vous y insérez les. On y insère et en fait nos clients insèrent directement. C'est eux qui font ce job-là. Bien sûr, s'il faut, on les accompagne. Mais c'est eux qui font ce job-là et en quelques minutes, vous allez pouvoir donner toutes ces informations à l'apprenant. Benjamin, c'est quoi l'intérêt ? Parce que, encore une fois, j'insiste, le DRH va dire, mais après tout, moi je les mets dans une salle de réunion, j'aligne les 50, je fais 2 sessions avec 50, puis après tout, je leur parle en direct. C'est quoi l'avantage pour eux là ? Alors là, je suis obligé de parler du Covid. Ça a complètement changé. La donne parce que du coup on s'est rendu compte qu'on pouvait faire un certain nombre de choses mais pas tout, donc on est revenu en arrière sur le e-learning à tout va, ça va pas non plus, donc etc. Bon, mais on a des DRH et des digital learners comme on les appelle, directeurs de la formation maintenant, qui cherchent des solutions qui sont
des solutions hybrides, en fait. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est en même temps des mix où vous pouvez avoir des gens en présentiel et vous pouvez avoir d'autres personnes qui sont dans le même métaverse, en fait, dédié à l'entreprise, connectés n'importe où dans le monde au même moment. Ça, c'est un argument. C'est-à-dire qu'on peut onboarder quelqu'un qui va rentrer dans un bureau commercial à Hong Kong et onboarder quelqu'un qui est à Châtellerault. Et grâce au métaverse, ils vont être assis à la même table. Tout à fait. C'est ça aussi l'intérêt. Exactement. Donc ça évite au DRH de payer des billets d'avion et finalement d'être assez peu vertueux en matière écologique. Exactement. Il y a ces vertus-là qui sont... Alors, il y a d'autres vertus, j'ai envie d'en parler, si vous me permettez. C'est la valorisation des métiers. Ça nous tient à cœur beaucoup. C'est quoi ? On forme par exemple des agents d'entretien. Nos clients, par exemple Atalian, qui est notre plus gros client, c'est 132 000 personnes dans le monde, toutes sortes de métiers, mais notamment maintenance, des agents. Des gens qui sont peu qualifiés, qui ont accès à très peu de formation, parfois pas de formation. Et pas de formation, hein. Et qui ont accès maintenant à cet outil-là et qui apprécient énormément. Et on a été les premiers à constater ça avec nous-mêmes le sourire parce qu'on a entendu des phrases du type pour une ASH dans les hôpitaux, maintenant je me forme avec les mêmes outils que les médecins. Pourquoi c'est important ? On me traite bien, quoi. J'ai la formation de qualité. C'est vrai, c'est l'outil, quoi. Vous savez à quel point les entreprises ont du mal à recruter. Des questions d'image. Il n'y a pas que le salaire. Bien sûr, il y a le salaire, mais il n'y a pas que le salaire. Des questions d'image, de formation. Nous, on croit à l'apprentissage humain et notre outil, on l'a fait comme ça pour qu'il ait un impact réel. Ça veut dire que les personnes qui s'occupent de l'entretien de ce grand groupe, là, qui est votre client, elles ont eu accès au casque de réalité virtuelle. C'est-à-dire que l'entreprise investit quand même dans du matériel. L'entreprise investit dans du matériel et on commence à en voir d'autres. Aujourd'hui, on a à peu près, on couvre des entreprises qui recouvrent 250 000 salariés. L'objectif, c'est qu'on en forme 25 000, 10% d'ici 2023 avec ces casques de réalité virtuelle. Grâce à l'idée qu'on peut se mettre autour d'une table, même quand on n'est pas obligé d'aller sur le site où on est convoqué. On est convoqué sur le site du métaverse. On peut être convoqué. Et ce qui est génial, c'est hybride. Et pour certains, ce sont souvent des questions qu'on a, c'est accessible aussi sur PC et mobile. Tout le monde n'a pas accès. Donc vous pouvez très bien vous connecter l'un sur PC parce qu'il n'a pas accès à un casque de réalité virtuelle, l'autre sur casque, ça fonctionne aussi. Wixar permet aussi de travailler sur de la 2D, parce que là, en l'occurrence, si on n'a pas le casque, on n'est qu'en 2D. Bien sûr, donc ça fonctionne sur de la 2D de la même manière. Une nouvelle forme de formation, peut-être un débouché d'ailleurs intéressant au métaverse, parce que c'est vrai que certains se disent, on cherche un peu la valeur, la création de valeur autour du métaverse. C'est très concret. Et ça, c'est excessivement concret. Merci Benjamin Atlani d'être venu nous éclairer. Wixar, c'est votre bébé, c'est votre plateforme. Vous l'avez développé depuis 3 ans, c'est ça Donc c'est 3 ans de R&D, avec une équipe formidable qui est là pour développer tout ça, un labo de recherche, des chercheurs, c'est du gros développement derrière. Voilà. Et dernière chose, on est en levée de fonds, un tour de table en ce moment, ouvert encore. Voilà. Bon, écoutez, vous avez entendu le message. Si vous voulez investir chez Wixar, il faut vite aller sur Internet, sur le site Wixar. Vous serez accueillis les bras ouverts. Merci Benjamin Atlani d'être venu nous rendre visite. On fait un peu de philo. C'est important parce que la philo traite le métaverse. La philo, c'est pas totalement éloigné d'ailleurs. Ça suscite quelques débats philo. On va parler d'un mot. Je n'ai pas le temps. On l'entend tout le temps. Alors ça n'a rien à voir avec le métaverse, mais on en parle avec Laurent Paillet-Chevalier. Smart Philo avec Laurent Paillet-Chevalier. Bonjour Laurent. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, professeur de philosophie et d'éthique. Vous intervenez aussi beaucoup dans les entreprises. Vous prophétisez, vous lancez des thèmes aux cadres, aux managers, aux décideurs. Vous enseignez à Versailles. C'est ça. Je n'ai pas le temps. Tiens. Je me suis dit, j'ai cherché en préparant. Je me suis dit, mais quel philosophe a-t-il dit ? Non, c'est pas un philosophe. C'est nous tous. Nous tous. J'ai pas le temps. Donc, et puis c'est une phrase qu'on donne souvent. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on dit j'ai pas le temps ? Dès que je demande un service à quelqu'un, je dis est-ce que j'ai pas le temps. Je dérange tout le temps. Je commence à déranger pas mal de monde. Et je me suis dit, il y a peut-être une question à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on dit j'ai pas le temps ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était d'abord une activité sociale pour se donner une prestance. J'ai pas le temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis occupé. Ça veut dire que ce que je fais, en fait, est important. Je n'ai pas le temps de t'écouter, je n'ai pas le temps pour toi, je n'ai pas le temps parce que moi, là, je suis sur autre chose. En fait, pour ceux qui sont un peu plus vieux parmi nous, je ne sais pas si vous vous rappelez l'arrivée des petits trucs qu'on se mettait dans l'oreille. Et d'un coup, les rues de Paris, des centaines de gens qui se mettaient à parler tout seuls. Non, excusez-moi, je suis en ligne, excusez-moi, je suis en ligne. Et bien, c'est le « excusez-moi, je suis en ligne » d'aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Et la question est, quel impact pour l'entreprise ? Quel impact pour le salarié ? Quel impact
dans les relations interpersonnelles au sein d'une boîte. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ce mot qu'on utilise tous dans notre vie quotidienne, là, vous le reportez à ce qu'on entend parfois d'un manager, ce qu'on frappe, non, j'ai pas le temps. Et qui tout d'un coup nous réduit. Qu'est-ce que ça provoque, ça? D'abord, ça provoque un sentiment de rejet. Parce que la question que j'ai, avec quoi je viens voir le manager n'est pas entendu, n'est pas écouté. Et donc, je me sens mal à l'aise. Et puis, je repars avec mon problème, l'impression que je ne suis pas important. Et peut-être qu'avant de travailler la question de l'écoute, j'aimerais que l'on questionne véritablement ce qu'il y a derrière le « je n'ai pas le temps ». Parce que si le présupposé est celui qui est efficace au travail et à son affaire, donc n'a pas de temps. Si j'inverse le système, celui qui a du temps, c'est donc celui qui est négligent parce qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire et donc il n'est pas opératif. Et donc pas capable de me répondre, de fait. Et donc pas capable de me répondre. Et donc on est dans une espèce de boucle infernale où celui qui doit pouvoir me répondre, finalement, doit me dire qu'il n'a pas le temps, parce qu'il fait bien ce qu'il fait. Et s'il me dit qu'il avait du temps, eh ben, finalement, il ne serait même pas crédible, finalement. Il ne serait pas crédible. Alors figurez-vous qu'il m'est arrivé une histoire incroyable hier, au moment où je préparais ce papier. Mon tuyau d'eau d'alimentation de maison explose. Ça, c'est une galère. C'est une galère. Donc je cours au magasin de bricolage et là, j'entends « je n'ai pas le temps ». Je me dis, c'est incroyable ce truc. Alors le manager disait à un de ses collaborateurs je n'ai pas le temps. Alors celui-ci s'en va un peu plus loin et se met à se plaindre auprès d'autres collaborateurs que son collègue n'a pas fait le boulot et donc lui maintenant n'a pas le temps parce que l'autre n'a pas fait son travail, il a pris trop de temps. Et je me dis, ben voilà le paradoxe. Il y a du Raymond Devos dans ce que vous écrivez. Un petit peu. Non, mais il y a du Raymond Devos sur l'utilisation du mot « temps ». Ah peut-être, j'aime bien Raymond Devos, j'aime beaucoup Raymond Devos. C'est vrai qu'il y a un côté un peu absurde à cette affaire. Eh bien c'est complètement absurde. Alors la question, comment sortir de cette absurdie du temps où j'en ai trop, j'en ai pas assez? Comment à la fois avoir du temps pour l'autre tout en continuant à être efficace? La question, quand même, là, ce que vous soulevez aussi, et à travers votre exemple de ce magasin de bricolage qui vous, j'espère, sauvé la vie, en tout cas le tuyau d'eau. J'avais du temps. Vous aviez donc du temps pour vous pencher sous l'évier. C'est la question de la priorité et de la subsidiarité, c'est-à-dire quelle est la priorité de la tâche pour une entreprise et de ceux qui y travaillent. Exactement. Moi, je pense qu'il faut remettre de la valeur de l'échelle, tout simplement. Apprendre aux employés, bien sûr, tu es sur ta tâche, c'est important. Mais il y a des tâches plus globales, plus importantes pour l'entreprise. Et si elles ne sont pas faites, c'est l'entreprise en elle-même qui est paralysée. Et donc, il faut parfois savoir avoir du temps pour autre chose pour être sûr que ça marche. Et donc, juger les priorités. Bien sûr, celui qui vient avec un problème, dans un cadre de management, celui qui vient avec un problème, pour lui, son problème est toujours urgent. Mais il faut ramener cette urgence à l'aune de l'urgence de l'entreprise. Et peut-être qu'il existe des cas où cette urgence est une urgence pour l'entreprise. Alors, il y a ce que vous évoquez là me fait penser à Pierre et le loup, c'est-à-dire, voilà, on alerte, et puis il ne se passe rien. Et puis le jour où il y a vraiment le loup, la personne a tellement alerté qu'en fait, on ne l'écoute plus. Il y a aussi ce rapport-là du manager qui doit aussi doser et connaître son interlocuteur. Parce qu'il y a parfois des gens qui considèrent que tout est une urgence alors qu'il n'y a pas d'urgence. C'est ce que dit Hegel, rappeler l'universel dans le particulier. Rappeler au particulier qu'il est toujours attaché à un universel, à quelque chose de plus grand, et toujours repositionner l'action par rapport à la chose plus grande. Ça peut être très simple. C'est un cas qui est arrivé chez Amazon, mais qui m'est arrivé aussi hier. En fait, ce qui m'est arrivé hier, c'est qu'un des collaborateurs de la boîte avait mal rangé une palette. Et donc, elle était introuvable dans le magasin. Peut-être qu'un petit défaut de rangement peut paralyser complètement une structure. Clairement. La question est comment écouter, comment rappeler l'universel dans le particulier. Le défaut de management, là, est le suivant, c'est que la personne qui fait sa tâche n'a pas conscience de l'entreprise, n'a pas conscience de la dimension de l'entreprise, et finalement, on se retrouve bloqué. Donc, aider les collaborateurs à gérer les problèmes à leur niveau, en leur donnant les moyens de discuter entre eux des difficultés et des problèmes pour que la résolution vienne d'en bas, mais surtout rappeler que parfois, un rouage qui bloque, une mécanique qui bloque, c'est toute l'entreprise qui n'aura plus le temps. Mais quelqu'un qui est trop occupé, il est à la fois, il signifie qu'il est très efficace, c'est ce que vous avez développé, mais est-ce qu'il lui-même ne nuit pas à la bonne marge de l'entreprise? Moi, je pense qu'il nuit à la bonne marge de l'entreprise parce qu'il faut aménager des marges d'écoute, des marges d'entraide. Vous savez, l'entreprise, ça reste un corps humain avec des gens, des personnes. Si je n'aide pas Philippe à la compta un matin, il aura du mal, lui, à m'aider un autre matin quand j'aurai du mal. Et donc, c'est peut-être recréer simplement le lien humain par des gestes humains. Tenir une porte dans une entreprise peut faire parfois beaucoup plus de bien que d'être enferré à une tâche
pendant des semaines et des heures. Alors là, c'est plus de la psychologie, voire même de la psychanalyse, mais qui parfois fait écho à la philosophie. C'est quelqu'un qui est trop occupé peut aussi donner l'impression qu'il se protège, qu'il a peur de l'autre. Qui se protège et ne s'investissent pas avec l'autre. Une entreprise est un enjeu collectif. Donc tout le défi, c'est de dépasser mon travail personnel et de l'ouvrir à l'universel de l'entreprise. Oui, j'ai une tâche, c'est la compta, c'est la logistique, mais au service de l'entreprise. Vous, le professeur, parce que c'est intéressant, j'imagine que vous n'avez pas fait un cours de philosophie au monsieur qui vous a vendu le tuyau. Enfin, j'imagine que vous ne lui avez pas dit, écoutez, je vais vous expliquer, vous nuisez à l'entreprise, ça ne marche pas. En revanche, un professeur, quand on a été élève, on l'a tous été, on a souvent eu des professeurs qui nous ont dit, écoutez, j'ai pas le temps. Vous êtes surpris, vous, à le dire parfois? Oui. Sans vous piéger, je ne cherche pas à vous piéger, Laurent, mais... Oui, mais la question est toujours celle de l'urgence. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le temps? Est-ce que je n'ai pas le temps parce que la tâche qu'on me demande, finalement, est trop grosse ou trop lourde? Mais ce n'est pas forcément une réponse, parce que la personne reste avec son problème. La bonne réponse, c'est « je prends 2 minutes pour écouter ton problème ». Une fois que je l'ai écouté, qui est le mieux dans la boîte, dans la structure pour t'orienter? Pour que je t'oriente. Ou alors, je suis capable de te répondre. Ou je peux te répondre. Et il faut qu'on résolve le problème. Ou je résolve, ou on oriente. Moi, il m'est arrivé pour des orientations d'élèves, des élèves qui m'expliquaient leurs problèmes. J'entends parfaitement la difficulté, mais je ne peux pas le résoudre. C'est pas moi qui suis compétent. Qui suis compétent. Aller voir monsieur un tel, madame un tel, et puis les choses vont se débloquer plus naturellement. Donc l'écoute, la subsidiarité, rappeler l'universel dans le particulier, et toujours de se dire, on ne perd jamais du temps à prendre du temps pour l'autre. Parce que ça crée des liens qui renforcent finalement l'entreprise. La question, et c'est la fin, c'est ma dernière question, mais c'est quand même l'idée aussi d'accepter d'aller parler à quelqu'un qui vous dit « Attends, j'ai un petit peu de temps ». Parce que c'est quand même très rare à l'envers, de quelqu'un qui vous dit « Entre, j'ai un petit peu de temps à te consacrer ». Enfin, dans l'entreprise, c'est excessivement rare, ça. Oui, mais alors il faut dire l'inverse, dire que le temps limité que l'on a pour aider la personne... Je peux te donner 10 minutes. 10 minutes pour aider le collaborateur à aller à l'essentiel. Oui, ça vous semble être le médian de « j'ai pas le temps » ou de « j'ai tellement de temps que globalement je ne vais pas pouvoir t'aider ». J'ai 5 minutes, j'ai 10 minutes, explique-moi ton problème. J'ai 10 minutes. Et là, il se passe un échange. Et là, il se passe un échange, mais directement à l'essentiel. On ne tourne pas autour du pot, on n'invente pas des problèmes sur le problème, on ne refait pas le monde. J'ai 5 minutes, allons-y. Parce qu'on reste dans le cadre de... C'est peu 5 minutes, Laurent, quand même. C'est très très peu. Mais en 5 minutes, on peut débloquer beaucoup de situations. Oui, on peut dire des choses et en tout cas créer l'espace nécessaire à un dialogue. Et si la chose est essentielle, on se reverra plus tard, dans une semaine, dans un mois, pour voir où les choses en sont. Merci Laurent Paillet-Chevalier d'être venu nous rendre visite avec cette idée. Alors en un mot, quoi, on peut être un peu agressif quand quelqu'un vous dit « j'ai pas le temps ». On peut dire « écoute, j'ai pas envie d'entendre ça ». Est-ce qu'on peut s'autoriser ça? Oui, on est toujours libre, mais il faut toujours, je crois, permettre l'espace de parole. Permettre à l'autre de se dire pour faire grandir aussi l'entreprise. C'est très important de faire grandir dans le collectif, être dans le collectif. Merci Laurent Paillet-Chevalier, merci d'être venu nous rendre visite aussi régulièrement dans l'émission Smart Job. Vous êtes rendu disponible, ça a toujours été un plaisir de vous entendre, de partager ces moments. Professeur de philosophie d'éthique, vous intervenez dans les entreprises, vous enseignez à Versailles et vous allez prendre quelques vacances. J'espère. Les vacances bien méritées d'un professeur qui a enseigné aussi toute l'année à des élèves la philo. On se donne rendez-vous la saison prochaine peut-être. J'espère. Si vous êtes évidemment toujours d'accord pour venir ce sera un plaisir. Nous parler. À très très bientôt. Bonnes vacances Laurent. Merci. On fait une courte pause, vous connaissez la formule. Aujourd'hui c'est le Cercle RH, c'est un grand entretien. On accueille Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Elle est l'auteur d'un livre qui était une sorte d'état des lieux de la situation de la France. Il est sorti en janvier dernier. On va revenir sur la base de ce livre et puis on va parler de tous les sujets. Et évidemment la réforme de l'assurance chômage, la pénurie d'emploi, les déficits publics et les stratégies du gouvernement en matière de pouvoir d'achat, qui est un peu le sujet central. Faut-il faire des primes, des chèques ou faut-il au contraire augmenter les salaires? Voilà, tous ces sujets, on va en parler avec Agnès Verdier-Molinier juste après la pause. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Alors, votre parole se fait rare. En tout cas, je crois que c'est une des premières fois, voire la première fois que vous venez sur le plateau de Bismart. Et en tout cas, dans l'émission Smart Job, on est très heureux. Directrice de l'IFRAP. Alors, vous écrivez beaucoup et votre dernier livre, janvier 2022, Le vrai état de la France, les citoyens ont le droit de savoir, édition de l'Observatoire. C'était une sorte de photographie de la situation de la France, et pas seulement sur les sujets de prédilection qui sont les déficits publics, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, mais sur l'ensemble de la situation, dont le chômage, l'emploi, les migrants, la pauvreté, tous les sujets. C'était
presque certains d'ailleurs ont dit que c'était un programme présidentiel. Enfin, c'était un audit. Un audit envoyé aux candidats, puisqu'on était en janvier 2022. Oui. Commençons par l'emploi, qui est vraiment le thème de notre émission. Le 14 juillet dernier, le président Macron, interrogé sur la pénurie en hôtellerie-restauration, a dit « Attendez, si ces personnes veulent changer de métier, moi ça me va, mais globalement si elles viennent et elles vivent sur le dos des contribuables et des salariés, globalement c'est ce qu'il dit, moi ça ne me va pas ». Comment vous l'analysez, vous, cette pénurie d'emploi? C'est une grande lassitude, c'est une grande démission, c'est une grande démotivation? Je pense que ça vient de loin, je l'explique dans mon livre. Je fais un chapitre entier sur ce sujet du chômage et donc de l'emploi, où j'explique que finalement, on a fait beaucoup de mal en France à la valeur travail depuis des années, on s'en souvient. C'est la retraite à 60 ans avec François Mitterrand, c'est la création du statut à vie dans la fonction publique hospitalière et dans les collectivités locales, ça existe nulle part ailleurs. C'est ensuite le sujet des 35 heures, on s'en souvient, qui n'a été copié nulle part, les 35 heures françaises. Réformé régulièrement quand même. Et puis il y a eu un dernier coup de canif dans la valeur travail, à mon sens, c'est le chômage partiel à gogo qu'on a fait pendant le premier confinement notamment, alors que les autres pays, notamment dans le nord de la zone euro, n'ont pas du tout fait comme ça. Mais on n'a pas sauvé notre modèle, on n'a pas sauvé nos emplois en faisant ça? On a surtout généré finalement un déséquilibre énorme. Le déficit commercial de la France a bondi. Plus de 100 milliards. On est maintenant à plus de 100 milliards de déficit. Alors moi, quand j'écris ce livre, on est à 82 milliards de déficit annuel. On a dépassé les 100 milliards. Ça s'est encore aggravé. On a en même temps dissuadé les gens de venir travailler dans les administrations, alors que les administrations publiques dans les autres pays ont continué à travailler beaucoup plus que chez nous. Je donne des exemples, notamment la Poste, etc., dans mon livre. Donc le sujet, c'est est-ce qu'on n'a pas fait passer un message? C'est plus la peine de travailler pour gagner sa vie en France. Attendez, vous dites finalement, Agnès Verdier-Molinier, que le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire ces milliards qui ont été donnés pour sauver nos emplois, ont créé la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire des gens qui globalement disent moi, j'y retourne pas au travail, quoi. Oui, mais c'est aussi l'idée qu'on n'a pas de sanctions du tout. Si vous êtes aujourd'hui en aide sociale, que vous ne travaillez pas du tout, que vous n'êtes plus indemnisé au chômage, qu'est-ce qui vous pousse vraiment à revenir vers l'emploi? Pas grand-chose. Parce que la différence entre je travaille et je ne travaille pas, elle est de plus en plus ténue. Et finalement, j'explique aussi dans mon livre qu'on a énormément de travail non déclaré. Alors ça, c'est intéressant. Il y a les chiffres du chômage et il y a le halo, vous dites, autour, qui change un peu la donne. Alors, ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire qu'il y a le chômage officiel, c'est-à-dire autour de 7%, d'accord? Ça, c'est pour l'emploi. C'est quoi? C'est 2 millions de personnes, grosso modo. Mais quand vous regardez le nombre de personnes qui sont à Pôle emploi, rien qu'en catégorie A, on est plutôt autour des 3 millions de personnes. Donc déjà, vous avez moins de personnes comptées dans les 7% que dans les nombres de personnes... Mais c'est qui ceux-là, le million là, qui se balade de ceux qui sont considérés mais pas comptés? Oui, mais le problème, c'est toute la définition du chômage au sens du Bureau international du travail. C'est ce que j'explique dans mon livre. C'est que quand l'INSEE fait son calcul, et le fait en respectant les règles internationales, en fait, c'est je vous pose la question, est-ce que vous voulez travailler? Oui, vous ne travaillez pas? Non. Est-ce que vous êtes en recherche active d'emploi? Est-ce que vous êtes disponible dans les 15 prochains jours? Si vous n'êtes pas en démarche active d'emploi, là on sort du... ou si vous n'êtes pas disponible dans les 15 prochains jours, vous n'êtes pas compté dans le nombre de chômeurs. Donc vous n'êtes pas dans le pourcentage du chômage. Donc il y a 2 millions de personnes encore aujourd'hui, à peu près, plus ou moins, parce qu'on n'a pas les chiffres exactement en temps réel. C'était 1,9 million de personnes à la fin de 2021. On dit qu'en début d'année 2022, on est autour de 2 millions de personnes. Ça veut dire qu'en fait, ça double le nombre de personnes qui sont chômeurs, en fait. Mais vous parlez d'un différentiel, finalement, pas de calcul, mais de méthodologie entre le BIT et Pôle emploi, et qui fait qu'il y a 1 million de demandeurs d'emploi qui disparaissent globalement. Vous savez, des personnes inscrites à Pôle emploi sur l'ensemble de la France, hors Mayotte, c'est 6 millions d'eux. Donc c'est pas 2 millions. Après, sur les 3 catégories ABC, on est autour de 5 millions. Donc, quand vous parlez de 7% de chômage, vous n'avez que 2 millions et quelques de personnes. Mais sur ce plateau, Agnès Verdier-Molinier, la ministre du Travail, qui est aujourd'hui Première ministre, Elisabeth Borne, nous disait il y a quelques mois, on va vers le plein emploi, qui est fixé en France à 5, un peu plus de 5. Le président Macron l'a reconfirmé. Oui, mais il y a un paradoxe. Plus vous montez les aides, plus vous réindexez les aides, plus vous allez monter le RSA, donner des aides supplémentaires, moins vous allez avoir une incitation au retour à l'emploi déclaré. Donc il faut être plus sévère. Et en tout cas, la réforme, il y a une première réforme qui a été validée, les décrets d'application sont passés, mais là on nous parle pour septembre, peut-être même d'une deuxième réforme.
Non, mais il y a un paradoxe. Plus vous montez les aides, plus vous dépensez d'argent public, plus vous êtes généreux, plus vous faites baisser le taux de chômage officiel. Parce que finalement, vous avez des aides qui font que les gens vont dire bah non, mais moi je ne suis pas forcément disponible, non, je ne suis pas en recherche active d'emploi. Et finalement, il y a aussi toute une économie grise qui s'est créée. Je le dis dans mon livre, c'est plus de 11% du PIB. Travail non déclaré. C'est l'équivalent de 270 milliards d'euros par an, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est énormément de recettes publiques qui sont perdues aussi en cotisations sociales, en impôts. On ne peut pas continuer comme ça. Parce que derrière, on a un déficit, vous le savez, pour cette année, qui va largement dépasser les 100 milliards encore. Déficit public, 2900 milliards. Alors, 2900 milliards, c'est global. La dette. 2950 milliards de dette. Mais le déficit public 2022, on va être au-delà de 160 milliards d'euros, ce qui est quand même gigantesque. Et on est dans une situation où on conserve un déficit à 5% du PIB et où on a une charge de la dette qui est de plus en plus lourde, etc. Donc, et des taux qui remontent. Ce que je propose, et notamment on va sortir une étude dans les mois qui viennent à la Fondation IFRAP sur le sujet, c'est de s'inspirer de ce que font les pays du nord de l'Europe. Ils sont généreux, ils sont accompagnants, ils accompagnent énormément les demandeurs d'emploi, ils les flèchent vers l'emploi. Mais quand ils refusent des emplois, on leur baisse leurs indemnités. Finalement... Donc la réforme n'allait pas assez loin, Agnès Verdier-Molinier. Vous dites qu'il faut être un peu plus strict et sévère à l'égard des demandeurs d'emploi. Oui, mais pas qu'à l'égard de ceux qui sont indemnisés au chômage. Parce que ce qu'avait dit Emmanuel Macron le 9 novembre dernier, vous vous en souvenez dans son allocution, il avait dit finalement on va sanctionner ceux qui refusent des offres d'emploi. C'est ça. C'est déjà dans la loi depuis 2008. Nicolas Sarkozy l'a fait déjà rentrer dans la loi et c'est absolument jamais, quasiment jamais appliqué. C'est vrai. Mais vous allez au Royaume-Uni, vous allez en Allemagne, vous allez en Finlande, il y a des suspensions pour des refus d'emploi, 6 mois de suspension d'allocation au Royaume-Uni si vous refusez une offre d'emploi, une offre de formation une deuxième fois. Enfin, donc c'est vraiment... Donc il y a trop de laxisme, selon vous, sur la manière dont on incite les gens à aller vers le travail. Des droits. On a beaucoup de droits en France, mais en face, est-ce qu'il y a vraiment des devoirs ? Le sujet, le RSA, par exemple, ça ne doit pas être considéré comme un revenu, finalement. C'est une allocation, d'ailleurs. Ça doit être considéré comme un moment où on vous aide à vous remettre le pied à l'étrier pour retourner, finalement, dans la... 586 € quand même, Agnès Verdier-Molinier. Pour ceux qui sont allocataires du RSA, c'est quand même assez peu. Non, mais en réalité... Sans compter les aides, évidemment, attenant au... C'est pas du tout correct de parler juste du RSA tout seul. Vous savez bien qu'on additionne ça avec le fait d'être parent isolé ou pas, etc. etc. Il y a des chiffres officiels qui sont sortis il n'y a pas longtemps au niveau de la Cour des comptes sur ce sujet, qui sont passionnants, qu'on a publié aussi à la Fondation. Ça fait combien au global, finalement, en plus si de l'allocation ? Si vous êtes un parent isolé avec un enfant de moins de 3 ans et que vous cumulez toutes les aides locales et nationales, vous êtes à 1 500 € par mois. Vous n'êtes pas à 500 et quelques euros. En net, c'est du net. En net. D'accord. Et en fait, c'est du non imposable aussi. Il y a une question de fiscalité. Donc au-dessus du SMIC, de fait. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans du travail déclaré, etc., il y a des cotisations à payer, il y a de l'impôt à payer. Et ces aides-là tombent derrière. Oui, alors pas toutes, parce qu'il y a aussi la prime d'activité, etc. Ouais. Donc il faut faire. Donc la motivation à reprendre l'emploi est faible là dans ce cas-là. Mais oui, parce qu'aussi nous sommes un pays surtaxé. Et paradoxalement, on parle beaucoup d'optimisation fiscale en France, mais on parle jamais d'optimisation sociale. Et nos concitoyens sont tout aussi intelligents les uns que les autres et ils font aussi d'optimisation sociale. Et quand ça se joue à 20, 30, 40 ou même 100 €, le sujet, il est là. Donc il y a peut-être aussi l'idée qu'on pourrait régionaliser la gestion de Pôle emploi. Oui, ça c'est évoqué depuis longtemps. Non, mais ça a été évoqué. Qu'on appellera France Travail. Vous soutenez cette idée de changer le nom de Pôle emploi pour le baptiser France Travail, puisqu'il a été reconfirmé? Vous savez, les changements de nom, c'est comme l'ENA ou l'Institut national. Oui, pour vous, c'est du ripollinage. Bon, le sujet, c'est est-ce qu'on gère différemment? Ça fait des années qu'on dit que ça ne peut pas marcher avec un Pôle emploi qui est centralisé, géré à Paris, etc. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés dans les Pôles emploi au niveau des territoires me disent mais on serait tellement bien si on était autonome, si on pouvait faire nos propres filières d'accompagnement, etc., faire travailler les associations qu'on veut et tout. Enfin, bon, clairement, ça ne se fait pas parce qu'on a toujours cet esprit très jacobin dans notre pays. On va passer au pouvoir d'achat, mais je ne voudrais pas qu'on quitte ce débat de la pénurie d'emploi, c'est-à-dire globalement des chefs d'entreprise qui disent j'arrive pas à recruter, et un gouvernement qui dit on a quand même toujours 3 millions, 2 millions selon les chiffres de l'INSEE de demandeurs d'emploi, et que ça ne se rencontre pas. Il y a un débat que vous soulevez dans votre livre, avec un peu de sévérité d'ailleurs, qui est le débat des migrants, des réfugiés, des immigrés. On voit ces cohortes d'hommes principalement, mais aussi de femmes qui sont dans les grandes villes sans emploi parce qu'ils sont en attente de régularisation. Certains sont sans papier. Qu'est-ce qu'on fait?
on mène une politique plus sévère, et en tout cas vous dites qu'il faut être plus sévère sur ces questions de migrants et de migration, ou est-ce qu'on se donne une chance? Est-ce qu'on fait ce qu'ont fait les Allemands, qui est de se dire, après tout, ouvrons notre pays, nos pays européens vieillissent. La France est déjà très 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 ouverte sur les flux migratoires. On est un des pays qui accueille le plus de personnes et qui en a accueilli le plus ces dernières années. On a même du mal à savoir combien de personnes sont vraiment sur notre sol. On ne connaît pas le chiffre, c'est vrai. De manière illégale. Il y a eu des rapports parlementaires incroyables sur ce sujet qui disaient qu'il y avait peut-être 500 000 personnes, rien qu'en Seine-Saint-Denis, qui n'étaient pas officiellement là en France. Donc le sujet, c'est aussi de faire respecter les lois françaises et que les lois ne soient pas à géométrie variable. Il y a des obligations de quitter le territoire français qui sont décidées, qui sont actées, mais qui, en fait, ne sont jamais effectives. Absolument. Donc là, les retours... j'en parle dans mon livre, je fais tout un chapitre sur ce sujet où j'explique que sur 92 000, il y en a à peine 18 000 qui ont été effectives. Alors, je sais que le ministère de l'Intérieur travaille sur ce sujet. Et Gérald Darmanin s'est exprimé là récemment. Voilà, ils essaient d'augmenter le taux de réalisation. C'est difficile parce qu'aussi les pays de ces ressortissants ne veulent pas aussi finalement accepter que ces ressortissants reviennent. C'est vrai de l'Algérie en particulier. Sur leur sol. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais on ne donne pas une chance de l'intérêt qu'on a finalement, nous, globalement les citoyens français, à avoir autant de personnes au chômage, autant de personnes qui recherchent aussi de la main-d'œuvre et des personnes qui finalement sont en France mais ne peuvent pas travailler de manière déclarée et souvent travaillent de manière non déclarée. Mais bienvenue dans l'absurdie. Donc c'est un peu un système à l'envers. Bah oui. C'est-à-dire qu'à force de protection, à force de créer justement ce système de protection sociale qui est le plus cher du monde, avec 32% de la richesse nationale qui part en dépenses de protection sociale, il n'y a pas plus cher au monde. Avec ce système finalement très très protecteur, eh bien on crée aussi une sorte de sous-jacent du système, de face cachée du système qui est finalement très 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 négatif parce que ça n'est pas une vision solidaire. Parce que mais est-ce que vous dites quoi, Agnès Verdier-Molinier? Vous dites qu'il faut impérativement remettre ces personnes françaises sur le marché de l'emploi et les inciter très vivement à le faire, où on se donne une chance sur des métiers peu qualifiés, l'hôtellerie, restauration, les métiers d'aide à la personne. Il n'y a pas de salariés qui veulent y aller. Arnaud, il faut faire les deux. Il ne faut pas continuer à avoir des personnes qui finalement se sentent éloignées de l'emploi alors que finalement elles pourraient revenir beaucoup plus dans l'emploi si elles étaient accompagnées de manière plus proche au niveau des territoires, si on avait une vision aussi beaucoup plus pro-entrepreneuriale, si on laissait les entreprises beaucoup plus former leur propre personnel. Vous savez, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas besoin de personnes très qualifiées et à qui finalement on ne permet pas autant de former que ça. Regardez les chaînes de crèches qui cherchent à créer leurs propres écoles, qui ont du mal à ouvrir les écoles. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à obtenir des autorisations administratives. C'est très bureaucratique. Vous dénoncez la bureaucratie, ça c'est vrai. C'est le parcours du combattant pour tous ceux qui sont de bonne volonté. Mais d'un mot, avec ces centaines de milliers d'immigrés ou de migrants, certains sont en attente, d'autres sont des réfugiés politiques. Est-ce qu'on se permet de les accompagner et de les former, ou est-ce qu'on dit priorité d'abord à l'emploi de ceux qui sont à Pôle emploi? C'est la question qui est posée. En fait, il faut faire les deux, c'est ça que je vous dis. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut plus accepter d'avoir des personnes en illégalité en France qui travaillent de manière non déclarée dans des secteurs qui sont légaux ou illégaux, parce qu'il y a aussi tout ce qui est trafic de stupéfiants, évidemment, etc. de cigarettes. Mais par ailleurs, j'irai plus loin, Arnaud, des couples, des familles entières qui sont en France et sur lesquels il y a des cartes de séjour, mais qui ne travaillent pas de manière déclarée, là aussi, il faut se poser la question de est-ce qu'on a intérêt à continuer à proroger ces cartes de séjour. Donc, vous voyez, il y a toute une question à se poser sur comment le système peut générer aussi de la recette sans être toujours porté par les mêmes citoyens qui sont finalement aujourd'hui de plus en plus la classe moyenne dont vous parlez, accablés d'impôts. Et ça ne peut pas durer très très longtemps. Ça ne va pas pouvoir tenir si longtemps qu'on croit, puisque vous savez, aujourd'hui 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% qui gagnent le plus en France. C'est complètement incroyable ce qui est en train de se passer. Il y a une concentration de l'impôt qui devient de plus en plus forte. Le pouvoir d'achat, j'aimerais qu'on en parle, parce que je ne voudrais pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé de ce que vous évoquez dans votre livre sur cette dette globale et des dangers de la dette, parce qu'il va falloir la rembourser. Les taux directeurs sont remontés. Absolument. Ça va coûter de plus en plus cher. L'intérêt de la dette. Mais quand même, sur le pouvoir d'achat, j'aimerais vous entendre, directrice de l'IFRAP, la politique d'échec, la politique des augmentations. Alors, il y a
le point d'indice, en tout cas la revalorisation de 3,5 des salaires des fonctionnaires. Il y a l'idée qu'il faut remonter les salaires. Ça, c'est une demande de certains députés, notamment de l'opposition. Et puis le gouvernement a choisi une autre stratégie. Des chèques, des chèques emploi, des chèques Macron, des primes. Vous optez pour quoi? Parce qu'il y a beaucoup de DRH sur le plateau qui disent, attendez, nous, si on augmente les salaires, on a des prix qui augmentent de l'autre côté. Enfin, notre trésorerie va fondre. Non, mais tout n'est pas à mettre exactement dans le même panier. Je crois que déjà, il faut se dire que sur les 21 milliards qui sont en train d'être discutés, là, à peu près 21 milliards, c'est qu'une partie des dépenses supplémentaires de 2022. Projet de loi pouvoir d'achat. Parce que 2022, par rapport à la loi de finances initiale 2022, on est plutôt à 60 milliards de dépenses supplémentaires par rapport à ce qui a été voté l'année dernière. Vous rendez Donc distribuer ça aux salariés. Alors, mais c'est pas que ça. Il y a aussi le sujet, évidemment, on en a parlé, réindexation des pensions. Oui. En fait, ça, par exemple, ou l'augmentation du point d'indice, ça se serait fait de toute façon l'année prochaine. On est d'accord. Oui, c'est tout à fait. Ça aurait hors été... pouvoir d'achat, projet de loi. Non, mais on est d'accord. Ça aurait été automatique. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'en fait, on fait un peu de com politique, vous connaissez bien ça. On affiche. On affiche des milliards supplémentaires qui sont en fait une anticipation sur 6 mois de ce qu'on aurait de toute façon acté en janvier de l'année prochaine. Donc ça, à la limite, je dirais, c'est beaucoup de la com. Non mais prime Macron. Ensuite, la prime Macron. Bon, par exemple, ça, il y a un souci. C'est oui, ça c'est augmenté jusqu'à 6 000 euros, etc. Mais c'est plafonné aussi en fonction des revenus. Pourquoi ? Parce que finalement, si on ne veut pas rentrer dans la spirale inflationniste, ça veut dire qu'il ne faut pas spécialement augmenter les salaires de tout le monde pour avoir derrière une augmentation des prix, comme vous disiez, mais il faut plutôt flécher des primes spéciales, exceptionnelles. Donc on n'augmente pas les salaires, on est d'accord. Non, mais on pourrait. Il y a danger. Oui, mais attends, la question c'est est-ce qu'on le fait pour tout le monde ou est-ce qu'on est toujours en train de dire ah bah attends, toi t'as droit, toi t'as pas droit, mais toi qui n'as pas droit, bah toi on va t'augmenter ton impôt, mais toi qui as droit, on va pas t'augmenter ton impôt. Enfin, c'est complètement dingue. C'est toujours un peu la même façon de raisonner. Donc là-dessus, il faudrait pas de plafond. Pourquoi faire des plafonds au niveau de 3 fois le SMIC? Il n'y a pas de raison. Sur cette histoire de primes aussi, pourquoi avoir fléché que le maximum de primes sur les boîtes qui ont fait finalement des packages d'intéressement? C'est pas... Il n'y a pas de raison finalement. C'est dommage. Mais ça c'est des artifices de Bercy pour finalement que ça coûte le moins possible. Parce que vous savez, la dernière prime Macron, elle était jusqu'à 1000 et quelques euros. Elle n'a pas été d'ailleurs utilisée à plein. En fait, c'était la moyenne réellement effective, c'était entre 400 et 500 euros. Exactement. Pourquoi? Parce que ça a été limité aux petits salaires, ça a été limité aux... elle n'a pas été utilisée à plein régime. Voilà, mais parce qu'il y a tellement de contraintes autour qu'à la fin, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont éligibles. Dans l'économie sociale et solidaire, il n'y a pas d'intéressement dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez dans une association, vous n'allez pas faire des objectifs à vos salariés sur le chiffre d'affaires. Donc, ils ne sont pas dans cette logique de fait. Mais donc là aussi, il y a tout un pan, finalement, il y a des trous dans la raquette et c'est ça qui est gênant. Mais Par Agnès, ailleurs, allez-y. Je voudrais rajouter une chose. Sur les 21 milliards, c'est 16 milliards en dépenses et c'est que 5 milliards en baisse d'impôts. Et ça, c'est problématique selon moi. Vous n'avez pas changé de fusil d'épaule. Vous dites qu'il faut baisser les impôts et il faut aussi baisser les cotisations sur quoi? Sur les salaires, cotisations patronales, l'ensemble des cotisations? Il faut baisser plutôt les dépenses, il faut baisser les impôts, bien sûr. Et là, quand j'entends qu'on a de l'ordre de 57 milliards de recettes en plus, c'est ce qui est dans la loi de finances rectificative 2022, 57 milliards on les prend où? De recettes en plus. Sur notre dette? Non, mais on creuse la dette. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on a des niveaux d'impôts qui rentrent en ce moment, Arnaud, qui sont gigantesques. Sur l'impôt sur le revenu, sur la TVA, sur la TICPE. On a même évoqué une cagnotte. Il y a une idée même que vous avez évoquée dans le Figaro qu'il fallait quand même réindexer les barèmes très vite parce que Bercy allait créer une petite cagnotte. Parce que sur l'impôt sur le revenu, on devrait réévaluer dès à présent, pour 2022, le niveau du barème. Parce que le niveau du barème, il est calculé en fonction de l'inflation, d'accord ? L'année dernière, on a voté en disant qu'il y aurait une inflation à 1,5. C'est ça. Moi, ça fait des mois avec mon équipe que je dis attention, on va vers une énorme inflation. On l'a dit en début 2021, on l'a dit en 2020, je l'ai redit en début d'année dans mon livre. On est à 5,7. Et tout le monde le savait en fait. Donc il y a un delta qui va créer une petite cagnotte. Ce delta entre 1,5 et 6% ou 7% d'inflation, ça fait que les Français vont payer beaucoup plus d'impôts sur le revenu qu'ils ne devraient. Par ailleurs, le PIB, en fait, la croissance du PIB augmente. Ça,
ça augmente beaucoup moins que prévu. Donc, on se il y a un dirige, ralentissement de la croissance. Vous verrez quand on aura les chiffres définitifs de 2022, on se dirige vers une augmentation de la pression fiscale. Là, cette année, on est en train de vivre en fait une augmentation de la pression fiscale. Alors que le gouvernement communique sur l'idée qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, on est d'accord. Mais oui, mais en réalité, c'est mécanique. Et on va vers les 45% de taux de prélèvement obligatoire. On va être encore les plus chers en termes de pression fiscale. Donc rien n'a changé quand je vous entends. C'est-à-dire que le gouvernement Macron n'a pas transformé le modèle. Parce que Arnaud, c'est très simple en fait. Personne à Bercy ne veut baisser les impôts. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ne baisseront pas les dépenses. Donc, en réalité, là où les mesures pouvoir d'achat... Donc, prise au piège. Non, mais les mesures pouvoir d'achat, ça devrait être une litanie de baisse de fiscalité. Ça devrait être je réindexe le barème, ça devrait être je supprime les taxes sur les taxes. Il y a de la TVA qu'on paye sur la TICPE, sur les carburants. Il reste quelques niches encore. Sur la TICGN, sur tout ce qui est gaz. L'usine à gaz, sur la TICFE, sur l'électricité. Ça fait une dizaine de milliards d'euros qui sont payés par les Français de manière indue par rapport aux autres pays. Là, on pourrait faire quelque chose tout de suite. On pourrait tout de suite aussi, alors ça va être fait normalement dans la loi de finances 2023, mais on pourrait tout de suite essayer de baisser les taxes de production encore plus pour les entreprises. Au lieu finalement de contraindre, de créer des chèques de l'État, de créer de la dépense supplémentaire. C'était ma question, les chèques. Avant de nous quitter, il reste peu de temps, je voulais quand même vous poser cette question, elle est fondamentale, parce qu'on a parlé des seniors et on en a beaucoup parlé sur ce plateau. Est-ce que vous pensez Emmanuel Macron capable de la faire, cette réforme des retraites ? Parce que vous dites quand même dans votre livre, il y a 2 axes essentiels. Travailler plus et plus longtemps, ça c'était très important et vous le dites, et équilibrer les comptes de la nation, on vient de l'entendre, puisque effectivement nos déficits sont très importants. Il va la faire cette réforme ou pas ? Vous qui prônez une retraite à 67 ans. Oui, bah écoutez, j'espère qu'il va aller Vous y croyez vers 65, mais j'ai toujours des doutes sur sa capacité à le faire pour le secteur public. C'est-à-dire que j'ai beaucoup entendu l'équité, pendant la campagne électorale et beaucoup même de journalistes qui disaient de toute façon ça se fera pour le privé, mais pas pour le public. Et déjà, c'était un peu ce qu'on avait vu pendant le débat sur la réforme systémique. Exact, d'Édouard Philippe. Il y avait des clauses à l'italienne, des systèmes qui permettaient... La clause du grand-père, de mémoire. Oui, mais c'était aussi la clause à l'italienne qui permettait qu'on maintienne en fait quasiment tous les avantages des modes de calcul du public. C'est ça. Et moi, je trouve ça extrêmement problématique. C'est-à-dire que c'est comme l'histoire de la réindexation des pensions. C'est la pension de base pour les gens du privé, mais les complémentaires, elles ne sont pas réindexées. Donc vous militez pour une équité, une équité entre le public et le privé. Public et privé. Et puis surtout, il faut dire une chose, c'est qu'il y a des déficits cachés des systèmes de pension publique de 30 milliards d'euros par an. C'était 30 milliards en 2019. C'est pas moi qui le dis, c'est pas la Fondation IFRAP qui le dit. Ce sont des techniciens du sujet qui interviennent de manière en réalité anonyme, mais qui ont écrit dans commentaires tout un papier là-dessus qui a été très remarqué ces derniers mois pour dire attention, alerte à tout ce qui est déficit des systèmes de pension publique. Parce que, contrairement à ce qu'on nous dit, il y aurait 30 milliards de déficit comme ça masqués. C'était pour l'année 2019. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de caisse pour l'État. Pour les agents de l'État, il n'y a pas, vous ne voyez pas... C'est pas Argier-Carco, Non, vous ne voyez pas les déficits, vous ne voyez rien. Ouais. Donc là, il y a un vrai sujet. Évidemment, il faut la faire. Est-ce qu'il va la faire ? Je l'espère vraiment de tout mon cœur, parce que c'est le sujet numéro 1 pour pouvoir baisser la pression fiscale ensuite. Sans repousser l'âge de départ, on ne peut pas ensuite faire les baisses de dépenses, on ne peut pas faire les baisses d'impôts nécessaires. Par ailleurs, il faut souligner une chose, ça fait des mois que j'alerte avec mes livres, avec les travaux de la Fondation, sur l'augmentation de la charge de la dette, qu'on nous a rionné, qu'on nous a dit... Les taux remontent. Non, mais on nous a dit, il y a des OAT à 10 ans, de la dette à 10 tout ans, va bien. Indexée sur l'inflation, c'est pas grave. On nous a dit la maturité de la dette française, oh non, c'est assez court. Il y a de la bonne dette. C'est pas grave. Et en réalité, on nous a pas écouté assez, je pense, un peu parce qu'on a augmenté la maturité de la dette, ils ont réduit un petit peu les OAT indexés sur l'inflation, mais il aurait fallu aller beaucoup plus loin et surtout anticiper. Là, on devrait être dans une présentation actuellement, non pas juste d'une loi pouvoir d'achat, mais d'un plan de redressement des finances publiques. Parce que quand les marchés vont attaquer sur la dette de la France... Donc on fait quoi ? Des mesurettes pour conclure ? C'est quoi ? Pour l'instant, en réalité, on ne change pas véritablement... Ce sont des sparadraps. On ne change pas les fondamentaux. On est sur des positions d'attente, sur des milliards affichés pour faire patienter les Français. En fait, on leur prend d'un côté 57 milliards d'impôts supplémentaires, on leur donne 59 milliards de l'autre main et on se dit, avec un peu de chance, on pourra garder des niveaux de prélèvements obligatoires très hauts et on ne sera pas obligé de faire trop Donc on ne change pas le système. Donc, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Je l'ai écrit dans mon livre. On l'a chiffré à la Fondation IFRAP avec toute une étude, Gérer nos finances publiques, le plan de redressement de la France 2022-2030, où on explique tout, qu'en baissant de 80 milliards les dépenses
qui sont des dépenses superfétatoires, c'est-à-dire des dépenses de doublons, des dépenses de production des services publics qui n'apportent rien en qualité supplémentaire pour nos concitoyens. En baissant la fiscalité de 60 milliards, dont les taxes de production, dont les cotisations employeurs qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien là, on peut créer 2 millions d'emplois dans le secteur marchand, des vrais emplois, c'est-à-dire pas juste faire du parking de chômeurs ou des formations supplémentaires ou donner des contrats d'engagement aux jeunes pour dire « Ah bah tiens, vous avez vu, le chômage des jeunes, il baisse », mais en fait, c'est parce que c'est aussi transféré sur des subventionné par l'État. Voilà, donc il y a plein de solutions. Il n'y a aucune raison de ne pas s'en sortir. Il y a tous les talents en France pour réussir. Il y a de l'espoir. Simplement, le sujet, c'est faire exactement ce qu'ont fait les autres pays. Chaque euro d'argent public doit être dépensé avec une évaluation et pas comme ça, comme on fait aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin. Sans regarder. Et le quoi qu'il en coûte, bien sûr, doit s'arrêter. Ah oui, le vrai état de la France. Livre à lire, janvier 2022, il y a eu beaucoup de choses qui avaient été anticipées et senties avant même que les choses arrivent, et puis elles sont arrivées pour un certain nombre d'entre elles. On a alerté sur l'inflation parce qu'on ne peut pas dépenser sans compter, sans avoir derrière une inflation. La guerre en Ukraine a quand même bon dos. C'est vrai. L'inflation, elle vient aussi de toutes les politiques publiques qui ont été menées depuis le Covid. Ce fut un vrai plaisir de vous accueillir. Édition de l'Observatoire, votre livre « Les citoyens ont le droit de savoir », c'était le sous-titre de ce livre. Janvier 2022, vous le trouvez encore. Merci Agnès Verdier-Molinier de nous avoir fait le plaisir de venir avec toutes vos notes et toutes ces précisions et ces chiffres. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'e-sport, qui est un secteur créateur d'emplois. C'est tous les gamers, mais pas seulement. C'est tout le matériel aussi qu'on utilise pour pratiquer ce e-sport. C'est tout de suite et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. Pendant vos moments de repos, vos vacances qui vont peut-être arriver, peut-être de l'e-sport, vous êtes sur votre fauteuil, vous jouez à des jeux sur console par exemple, entre autres. Et c'est un marché incroyable et qui crée de l'emploi. On va en parler tout de suite avec Laurent Simon. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur d'Under Control Group. Ça, c'est un secteur, alors que connaissent bien les gamers, on peut utiliser ce mot, les gamers, qui sont des milliers, pour ne pas dire des millions. Il y a des grands rassemblements, il y a des compétitions hallucinantes. Et ça, c'est un marché incroyable parce que vous êtes à la pointe de l'innovation. Pourquoi ? Pour la fabrication de tous les produits qui tournent autour de la console, en fait. Alors, le métier d'Under Control, c'est effectivement de fabriquer tous les produits qui tournent autour de la console ou du PC, c'est-à-dire ce qu'on appelle c'est les deux. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui les accessoires, qui seront dans ce monde où tout va être virtualisé et qui seront bientôt le seul. Alors, on peut les lister quand même, les accessoires, parce qu'il y a des claviers. Des claviers, des casques, des souris. Alors, si on rentre dans le détail de chacun, une souris, pour jouer, elle va beaucoup plus vite. Elle a beaucoup plus de DPI. Le casque, il a un micro parce qu'on joue en réseau avec d'autres joueurs. Le clavier, il est souvent mécanique parce qu'on tape comme une brute dessus. Et il risquerait de casser. Et puis, il est souvent rétroéclairé parce qu'on joue dans le noir. Tout à fait, avec des petites couleurs rouges parfois. Exactement. Et puis, des manettes de jeu, puisque quand on joue sur console, on joue avec des manettes. Et donc, nous, on est le numéro 1 en France des accessoires de consoles compatibles. C'est-à-dire, vous avez Sony, Microsoft, Nintendo qui fabriquent leurs accessoires. Et on fabrique des accessoires compatibles qui fonctionnent sur leur console. Alors, vous nous faites rentrer dans un univers assez incroyable, parce qu'il faut s'y être intéressé à ces e-sporteurs qui sont des gamers dingues. C'est des niveaux de jeu incroyables, c'est une rapidité incroyable. Et ça, et pour notre sujet aujourd'hui, c'est en fait un marché qui n'est pas caché, il est bien réel, mais dont on parle très peu en fait, alors qu'il génère beaucoup d'emplois. Et ce qui est fou, parce que je donne quelques chiffres, et vous allez tout de suite comprendre. Il y a, dans le monde, on estime qu'il y a 500 millions de spectateurs de e-sport. Que le e-sport a généré l'année dernière 1,3 milliard de revenus. Je ne parle pas des revenus qu'ont gagnés les joueurs dans les compétitions. Ouais, je parle des revenus. Parce qu'il y a de belles dotations. Bien sûr, il y a une belle dotation. Et il y a en France, d'après la DGE, une étude qui est sortie il y a 2 ans, mais qui doit être, je pense, toujours actuelle, 200 joueurs identifiés professionnels. Alors, la DGE, c'est la DGFiP, donc on peut imaginer que ça doit être des gens qui payent des impôts et qui ont marqué sur leur déclaration « je suis joueur professionnel ». Eh bien, ce sont exactement les chiffres du tennis. Ce sont exactement les chiffres du tennis. 500 millions de téléspectateurs dans le monde, 1,3 milliard, 200 joueurs professionnels en France. C'est exactement les chiffres du tennis. Et sauf pourtant, qu'on a un sport qu'est le tennis qui est un sport qui est un peu flat et un sport qui est le e-sport, qui est un sport qui augmente comme ça et dont on parle peu. Et ce deuxième exemple ou ce deuxième chiffre qui est intéressant, qui est capable de remplir Bercy en 8 minutes ? J'évoquais Bercy, qui était un événement incroyable. Incroyable. Une compétition de e-sport, en 8 minutes, Bercy est rempli. Et donc on voit qu'effectivement il y a un engouement. Alors si on revient maintenant à la France, on a 3 catégories de métiers. Alors les métiers, on va y revenir après, mais déjà 3 catégories de personnes dans ce marché.
les gens qui sont uniquement spectateurs, et ce qui prouve d'ailleurs bien que c'est un sport, puisque en fait, c'est la plus grosse masse, c'est des spectateurs. C'est 10 millions de spectateurs, à peu près un tout petit peu moins de 10 millions. Il y a 3 millions de gens qui sont spectateurs et pratiquants. Et un peu plus d'1 million de gens qui sont, là pour le coup, des gens qui font des compétitions. Et qui s'arrachent. Et donc on est à 14 millions de personnes en France, 14 millions qui pratiquent ou qui s'intéressent à ce marché-là. Vous dites aujourd'hui, et ça c'est intéressant parce que il faut structurer ce marché, où il est bien structuré, il est bien sur ses jambes, et globalement, vous dites, il faut pousser pour continuer à créer de l'emploi, et pour ne pas les perdre, j'ai envie de dire, parce que ce sont des marchés concurrentiels. Oui, il y a une grande diversité de marchés. La France est plutôt bien placée, parce que d'abord, la France est un des champions du monde dans l'édition de jeux vidéo. Et donc la France est plutôt bien placée. Et le premier des métiers, c'est finalement le métier de l'édition de jeux. Il y a des métiers qui se prêtent plus à la compétition que d'autres. Fortnite, enfin, il y a des jeux qui sont vraiment faits pour la compétition. Qui est en train de baisser un peu Fortnite, non, j'ai l'impression. Non, c'est pas le sentiment que ça donne, en tout cas pas dans le e-sport. Pas dans l'e-sport, d'accord. Ensuite, il y a effectivement tous les métiers des clubs de e-sport. Et là, on voit l'investissement que commencent à faire les clubs de sport, le PSG, Lyon. Il y a les équipes de foot sont très intéressées par le sujet et commencent à constituer des équipes de sport. Ensuite, il y a les joueurs eux-mêmes. Il y a les organisateurs de tournois, les diffuseurs. Une chaîne comme Twitch, c'est une chaîne qui a démarré, enfin, qui s'est fait connaître aussi depuis sur d'autres sujets, mais c'est le e-sport. En tout cas, c'est le gaming, et du coup le e-sport. Avec des commentaires assez dingues d'ailleurs, parce qu'il faut voir cette chaîne, c'est une sorte de folie. C'est vraiment de la folie. Et avec un nombre de spectateurs sur des événements, on a nous-mêmes organisé très modestement un petit événement de e-sport à Toulouse qui aura lieu maintenant tous les ans, qui s'appelle le Under Control eSport Experience. Et il y avait dans la salle 3-4 000 personnes, ce qui est pour pas mal. Première édition, dans la banlieue de Toulouse, etc., non accessible en métro, plutôt pas mal. Il y avait 15 000 personnes sur Twitch. Donc c'est absolument... Ça va progresser, pour conclure, parce qu'on voit que c'est un marché colossal. Et est-ce qu'il se développe encore? Est-ce qu'il y a encore de la marge là? Il se développe de façon exponentielle tous les ans, parce qu'il va se professionnaliser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les équipes vont commencer à se constituer, on peut imaginer des clubs comme le PSG, c'est-à-dire des gens qui savent gérer du sponsoring, des entraînements de clubs, etc. Et puis surtout, il commence à y avoir des écoles. Et donc, on commence à former un certain nombre de personnes. Et puis, à l'opposé de ça, il y a tous les organisateurs d'événements, évidemment. Donc, il y a beaucoup de métiers autour du e-sport qui se développent de façon fondamentale. Un tout dernier mot. Vous êtes, vous aussi, Under Control, en train de grossir. Hein, il y a des acquisitions, pour conclure. Parce que vous êtes en train de racheter et de grossir par l'organique. On a acheté une société qu'on aime beaucoup, évidemment, qui s'appelle Burn Controller, qui est bien connue des gamers, parce que c'est une société qui fait de la personnalisation de manettes. Alors, au début, c'était très important. Au début, c'était un peu de la triche, c'est-à-dire qu'en fait, ils rajoutaient des accessoires, des palettes pour aller beaucoup plus vite, pour aller plus vite et gagner. Bon, maintenant, c'est vraiment de la personnalisation, et notre idée, c'est de pousser à l'extrême la personnalisation, c'est-à-dire que demain, vous voulez la photo de votre chien sur votre manette et des joysticks en or, on vous fera la photo. Et un diamant incrusté, pour le faire. Et un diamant incrusté, on vous le fera. Pour le joueur de foot. C'est bien le sujet vers lequel on veut aller. Vous avez compris, derrière ça, c'est évidemment les NFT. La manette totalement personnalisée, les NFT et Metaverse. Oui, parce qu'ensuite, il y aura des compétitions sur le Metaverse. Évidemment. C'est-à-dire que chacun aura son avatar son avatar. Et du coup, voudra avoir sa manette personnalisée, sa manette qu'il a dans la vie réelle. Il verra que son avatar est la même dans le réel. C'est terminé, mais c'est Fortnite qui a déjà inventé les achats d'accessoires pour ce personnage, qui a déjà généré une forme de NFT, en fait. C'est exactement ça. De toute façon, tout ce dont on parle existe déjà. Merci Laurent Simon d'être venu nous rendre visite. C'est un marché effectivement incroyable de passionnés, de gens complètement dingues, directeur d'Under Control Group sur le marché des gamers, des e-sports. Merci de nous avoir rendu visite. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, évidemment. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Thibaut pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Et merci à Lily qui nous ont accompagnés dans cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On est un peu en retard. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.